La matinée touche à sa fin. Pour conclure, d'abord Ikra. Merci pour elle. Bonjour. Je suis partie de mon pays parce que je n'avais pas le droit de vivre ma religion librement et parce que les jeunes femmes ne pouvaient pas être libres, elles ne pouvaient pas sortir seules. Si j'étais une super héroïne, tout le monde serait libre, hommes et femmes. Vous vous battez pour nous, il faudrait plus de femmes comme vous. Merci. Plus de femmes comme elle. D'abord, on accueille Geneviève Garrigos. Bonjour. 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 Alors, effectivement, moi, je vais peut-être moins vous faire rire, mais je voudrais revenir sur un point essentiel. Dès qu'on parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme, cette déclaration qui est censée justement nous donner le champ du droit qui garantit l'égalité, eh bien, on pense à l'article 1er, c'est le plus connu, cet article 1er qui dit que tous les êtres humains sont libres, égaux en dignité et égaux en droit. Alors, dans une chanson, il a été dit que finalement, c'est après que ça se gâtait, une fois qu'ils étaient nés. Sauf que, si je puis me permettre, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous, c'est parce que, de mon point de vue, et je ne suis pas la seule, c'est même avant que ça se gâte. Parce que, on le sait très bien, dans de nombreux pays, le fait même de savoir qu'on va avoir une fille, c'est perçu tellement négatif, c'est perçu comme un tel poids pour la société, pour la famille, et bien que des femmes préfèrent avorter plutôt que d'être enceinte d'une fille que lui donner naissance. Et par la suite, tout ce que l'on voit, c'est que si nous, en droit, généralement, et en tout cas, si on prend le cas de la France et généralement de l'Europe, les femmes sont égales en droit, il en est totalement différemment quand on parle de liberté. Parce que la liberté, on a toujours l'impression que parler de liberté, c'est le droit de faire ce que l'on veut. La liberté, c'est bien plus que le droit de faire ce que l'on veut. La liberté, c'est celle de choisir, et y compris celle d'être libre ou pas. Or, dans nos sociétés, dans la mesure où justement on considère que soit la femme est une petite chose fragile, vulnérable, qu'il faut protéger, surtout si on considère qu'elle va être mère, que c'est elle qui va enfanter, soit on considère que c'est une femme qu'il faudrait pratiquement cacher parce que c'est d'elle dont vont venir tous les maux. C'est elle qui va, à travers son comportement, son attitude, sa façon de s'habiller, eh bien, détourner les hommes. Et c'est très intéressant de voir combien on essaye de nous coincer entre ces deux visions. D'un côté, la vision de la femme fragile, vulnérable, de l'autre côté, la femme qui représente toutes les tentations et tous les dangers pour notre société. Or, ce que l'on voit, les femmes ne sont pas fragiles. Et j'ai entendu dire à quel point elles pouvaient être de grandes négociatrices, mais on le voit tous les jours, les femmes sont extrêmement fortes, parce que malgré tout ce qu'elles traversent, malgré toutes les situations dans lesquelles elles peuvent se retrouver, eh bien, ces femmes elles-mêmes vont savoir trouver le ressort, les forces d'être et de gagner. Mais c'est les situations dans lesquelles on nous met, qui nous rendent vulnérables. Alors on pense tout de suite le viol, les cas de conflit, la pauvreté, et c'est vrai que ce sont des situations où nous rendent vulnérables. Mais ce n'est pas la raison de nous considérer comme vulnérables. Comme d'un autre côté, pourquoi serions-nous une tentation? Pourquoi finalement, dès qu'on apparaît par nos cheveux, par notre corps, par notre sourire, récemment, un ministre turc a demandé à ce que les femmes ne sourient plus, ne rient plus, parce que finalement, ça pouvait perturber les hommes dans l'espace public. C'est dire jusqu'où on peut aller. Mais d'un autre côté, il y a des universités américaines aujourd'hui qui interdisent les leggings, les pantalons ultra moulants, parce que là aussi, ça pourrait perturber ces messieurs. Donc on voit que ce n'est pas l'apanage d'une religion, d'une culture, d'une société, c'est simplement une vision de la femme. Une vision qui est complètement archaïque et la raison pour laquelle moi je me bats aujourd'hui, je ne sais pas jusqu'à combien de temps j'ai. Non, j'ai du temps encore. La raison pour laquelle je me bats aujourd'hui, c'est que finalement le combat des femmes est un combat qui n'est pas récent, qui date, mais c'est un combat que l'on voit réellement émerger aujourd'hui, et parce qu'on a une autre compréhension, c'est qu'à travers le combat de l'égalité pour les femmes, le combat de la liberté de choix, qu'elle n'ait plus la pression de la société, la pression de la famille, de la religion, des politiques, de quoi que ce soit, pour
définir leurs propres choix, eh bien, à travers ce combat, ce sont toutes les discriminations et toutes les inégalités que l'on cherche à combattre. Parce que dans nos sociétés, dans notre culture, déjà dans la Bible, on considère que la femme, finalement, n'est pas l'égale de l'homme, puisqu'elle en est issue, c'est un morceau de sa côte. Et donc, en quoi serait-elle l'égale? Et c'est même pas, c'est comme ça. C'est cette classification homme-femme qui est à l'origine de toutes les discriminations dans nos sociétés. Et donc, à travers le combat des femmes, ce que nous menons, c'est un combat pour l'égalité totale des êtres humains. Ce qui est là aussi. Et c'est le même combat que l'on mène quand on parle du mariage pour tous. C'est le même combat que l'on mène quand on parle des Roms, des musulmans. Quels que soient les combats, c'est derrière l'égalité en droit pour tous. Ne plus classer la société, parce que dès qu'on classe la société, dès qu'on classe les individus au sein d'une société, dès qu'on ose dire qu'il y a des civilisations qui sont supérieures à d'autres, ce qui pointe, c'est le fait de reléguer et d'exclure des parties entières. Et nous, femmes, nous avons été victimes, et nous sommes toujours victimes de cela, de cette oppression, et nous devons la combattre. Un des combats que je mène beaucoup aujourd'hui, justement, c'est celle de la liberté du corps des femmes. Moi, quand j'étais enfant, j'ai grandi dans une pension, avec les murs très élevés, et finalement, je n'avais pas le droit à mon corps. J'ai un certain âge, mais je ne suis pas non plus du 19e siècle, hein, je rappelle. Et donc, c'est pour dire que ça ne fait pas si longtemps que les femmes ont une certaine égalité, ont droit à une certaine liberté dans nos sociétés. Mais moi, finalement, je vais peut-être en choquer certaines et certains, mais quand j'avais 11-12 ans, eh bien, moi, dans le pensionnat où j'étais, je n'avais pas le droit de prendre une douche, la porte fermée. Je devais la prendre la porte ouverte avec une chemise de nuit, j'avais 11-12 ans, et me savonner par-dessus la chemise de nuit parce qu'il ne fallait pas que je touche mon corps. C'est pour vous dire d'où on vient. C'est une époque où une femme, on ne pouvait pas imaginer une femme qui ne se marie pas. De toute façon, on ne quittait pas sa maison, la famille de ses parents, sans être mariée. On n'imaginait pas une femme qui puisse choisir de ne pas avoir d'enfants parce qu'elles choisissent de se réaliser autrement. Et tout ça, aujourd'hui, petit à petit, on l'a changé. Mais ce que l'on voit également, et ça démontre bien à quel point le corps des femmes est important, c'est que quand les femmes arrivent par l'éducation, par la volonté, justement à penser par elles-mêmes, à choisir par elles-mêmes, à se dire qu'importe si ma famille, si mes amis, si la société dans laquelle je vis n'est pas d'accord avec le choix que je fais de vivre ma vie de femme comme je l'entends, eh bien, on veut nous le faire payer très très cher. Et c'est clair que de plus en plus de femmes à travers le monde se battent pour leurs droits. Elles se battent pour leur famille, pour leurs enfants. Elles se battent pour elles. Elles se battent juste pour exister. Un des exemples typiques, c'est Malala. Pourquoi Malala a été victime d'un attentat? Malala a été victime d'un attentat parce que c'était une jeune fille qui voulait aller à l'école. Pas tellement parce qu'elle était femme, mais parce qu'elle voulait aller à l'école et que l'éducation émancipe l'esprit des femmes. Et paradoxalement, plus l'esprit des femmes, plus on voit que les femmes s'émancipent par l'esprit, plus on veut contrôler leur corps. Et aujourd'hui, on est dans une phase de régression totale. Je vous parlais de empêcher de rire, cacher ne pas utiliser des pantalons moulants, mais interdire aussi le port du voile. Mais il y a des présentatrices en Grande-Bretagne pour des émissions de jeunes à qui on a demandé de ne pas mettre de rouge à lèvres parce que ça les sexualisait trop. Quelle est cette vision du corps de la femme qui fait qu'on ait autant de tentations. Et ce que l'on voit très clairement à travers le monde, c'est que plus on s'émancipe, plus on est libre dans nos têtes, plus on veut contrôler nos corps. Et aujourd'hui, moi, je vous appelle vraiment à vous battre sur ce point. Il faut que chaque femme, non seulement puisse aller à l'école, chaque femme puisse faire ce qu'elle veut, mais qu'elle puisse disposer de son corps, que ce soit elle qui décide ce qu'elle en fait ou pas. Tout ce qui est, alors on pense tout de suite mutilation génitale féminine parce que effectivement c'est une aberration, on pense mariage forcé, mais ça va bien au-delà. C'est le fait de pouvoir accéder à la contraception, le fait de ne pas vouloir d'enfant et de le vivre comme tel. C'est le fait de pouvoir s'habiller comme on veut, où on veut, et de dire qui nous sommes, sans distinction et en toute égalité. Parce que chaque fois qu'on essaye de nous classer, chaque fois qu'on essaye de nous, je dirais, segmenter, eh bien,
nous régressons. Vous avez une chance extraordinaire parce que vous vivez dans un pays où aujourd'hui vous êtes libre, vous avez des droits. Ces droits ne sont jamais acquis, ces droits sont toujours en danger. Ils sont en danger parce que finalement, il y a cette différence et parce que l'humain cherche systématiquement à discriminer et à se regrouper et à s'enfermer. Les femmes sont une cible parfaite et c'est pour ça qu'il faut se battre. Et je voudrais finir sur une image. Souvent, on me demande parmi les combats que je mène pour toutes ces femmes à l'autre bout de la planète ou pour des femmes qui sont ici, qu'est-ce qui fait qu'on a parfois des échecs, mais qu'est-ce qui fait que l'on se réveille chaque matin et que l'on se dise « je vais quand même y aller ». Et je pense toujours à cette image dans un film que j'ai vu quand j'étais adolescente, où il y avait une oasis. Et chaque nuit, le sable, il y avait les vents de sable qui ramenaient sur les vergers et sur les potagers que cultivaient ces femmes. Chaque matin, en se levant, elles prenaient des paniers, elles retiraient le sable et elles reprenaient la vie, parce que notre travail, c'était ça, se dire qu'effectivement, peut-être que chaque matin, on doit enlever le sable, mais si on ne l'enlève pas, il va nous envahir, et il en est ainsi pour les droits des femmes. Merci beaucoup à vous. Merci tout le monde. J'espère que vous avez appris plein de choses. Moi, oui, en tout cas. Alors, je vais appeler mes petites co-présentatrices et on va les applaudir très fort. Nusa, Ikra, Tchemet, Ripa, Orit. Merci beaucoup. Merci d'être venus. À bientôt. Et regardez Télématin, hein.